Je crois que tout le monde n'est pas arrivé, mais il faut s'installer là. Pendant ce temps-là, pour ceux qui sont là, il y a un QR code qui vous permet d'accéder à la session. Donc si vous voulez le prendre en attendant que les derniers arrivent. S'il vous plaît, installez-vous. Qu'on puisse commencer, on a une journée très dense. Et si on veut avoir de la place pour les questions, je pense qu'il y en aura. Il va falloir qu'on commence. On est vraiment très heureux de vous accueillir aujourd'hui. Et je commencerai par dire qu'en fait, le paysage urbain, c'est une rencontre. Vous en êtes la preuve. C'est une rencontre aussi entre, et c'est le sujet du jour, entre des biotopes et puis le vivant de la ville, ou les vivants de la ville. Et c'est une rencontre qui est de plus en plus nécessaire, puisque de 150 ou 125 il y a 3 ans, nous sommes 460 aujourd'hui, ce qui prouve que probablement nous avons besoin de nous rencontrer pour construire ensemble les paysages urbains de demain. Alors, je pense qu'une autre raison pour qu'on soit si nombreux est que nous partagions ici jadis nous partagions des certitudes chacun dans notre coin, et aujourd'hui, depuis déjà maintenant 3-4 ans, on a beaucoup d'incertitudes devant la planche à dessin ou devant la liste de plantes à mettre en culture pour les pépiniéristes, et même aussi pour les entrepreneurs du paysage quand ils doivent acheter leurs plantes. Et ces incertitudes, elles naissent en fait de biotopes qui se dégradent en ville, qui se dégradent parce qu'il y a le changement climatique dont on avait entendu parler, mais qu'on n'a pas tout à fait vu venir. Et on s'aperçoit depuis 2-3 ans que ce changement n'est pas seulement un changement, mais un dérèglement complet. Ce qui veut dire que la partie vivante des paysages est en danger. En plus de tout ça, puisque le climat nous fait mal, et nous fera sans doute de plus en plus mal dans les villes, l'attente des habitants des villes est de plus en plus forte, elle devient une exigence. Et nous sommes ici pour répondre, tous responsables dans la filière, nous sommes ici pour répondre à ces exigences. On n'a pas le droit à l'erreur. Malgré donc les incertitudes, il faut qu'on réfléchisse ensemble. Initialement, quand les pépiniéristes de la FNPHP à l'époque, qui s'appelle Verdir aujourd'hui, ont créé ces rencontres, il s'agissait en fait d'anticiper les modes. Nous voulions aller à la rencontre, décidément, des concepteurs, des entrepreneurs, pour savoir ce qu'il fallait qu'on plante. Parce que tous les ans, nous avons une feuille blanche dans nos pépinières et nous devons la remplir, regarder s'il y a de l'argent dans la caisse et faire un gros pari pour des années et des années. Et donc, il y a 13 ans, on essayait de connaître les tendances. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Aujourd'hui, en fait, nous sommes tous devant ces fameuses incertitudes. Nous devons faire des choix. Et nous savons aussi, on en parlera aujourd'hui, que nous avons des responsabilités. C'est-à-dire que la liberté du concepteur, la liberté du pépiniériste de faire des choix pour l'avenir, elle est assortie d'une responsabilité très forte, qui même peut être une responsabilité civile ou pénale. Et donc, nous devons faire preuve de beaucoup de perspicacité et trouver des solutions pour que s'il y a de la casse, elle ne soit pas létale, si l'on peut dire. Donc ces échanges que nous avons tous les ans maintenant mettent en évidence que ce sont les spécialistes de la filière qui ont l'expertise pour faire du paysage. Je crois que certains ont essayé de le faire en dehors de la filière.
Ils n'y sont pas parvenus, heureusement. Mais c'est très important que nous reprenions la main sur le paysage. Il y a 3 ans, on a pensé qu'on aurait pu la perdre. Je ferai un remerciement un peu particulier à Jean-Marc Bouillon, qui doit être dans la salle, je crois, qui est notre mentor, parce que vous sachiez que cette journée, nous commençons à la préparer au mois de juin. Dès le mois de juin, nous fixons les thèmes, et nous recherchons les personnes qui vont intervenir aujourd'hui. Vous verrez qu'ils sont de très haut niveau, des personnes qui viennent de tous les horizons, et qui ont, comme tous les ans, beaucoup de choses nouvelles à nous apprendre. Et puis aussi un merci tout particulier à Véronique Brun, qui est dans la salle, et qui depuis des années maintenant, au dernier moment, met cette journée en musique au niveau des PowerPoint. Alors, donc pour ceux qui n'ont pas pu faire, prendre le QR code, le voilà, pour entrer dans la séance. Je le laisse encore, ça va? Comment? Ah, alors là, je ne peux rien pour vous. Voilà. En février 23, des questions se posaient. Pourquoi? Parce que nous, les Français, on est assez adeptes de la pensée unique. Et on aime bien jouer avec les mots parce que ça nous permet d'adoucir les effets parfois dévastateurs de la pensée unique. Et il y a 2 mots qui étaient très importants à l'époque. Le premier, c'est le mot renaturation. C'est un mot qui était ambigu à l'époque et nous sommes attachés à l'expliquer pour la ville. En gros, renaturer la ville, ce n'est pas prendre la nature qui est en dehors de la ville pour la mettre dans la ville. C'est surtout créer des natures urbaines qui sont forcément spécifiques, puisque les biotopes de la ville sont des biotopes très dégradés en général et qui ont des contraintes vraiment spécifiques. Ensuite, il y avait un mot que je n'ai pas mis là, mais qui accompagne le mot renaturation, c'était le mot préserver. Préserver les plantes. Il a fallu faire un choix, je pense qu'on a toujours ce choix à faire, nous, chacun, savoir si préserver, c'est conserver le passé ou favoriser l'avenir. Et ce qui n'est pas la même chose dans les circonstances climatiques où on se trouve aujourd'hui. Ensuite, on a parlé écosystème en fait, parce que il fallait que l'on montre que les biotopes urbains sont différents d'autres biotopes. Il existe 4 grands biotopes sur un territoire. Il y a la forêt, la nature, la campagne, et il y a la ville. Et même si dans la ville, grâce à la gestion différenciée, on peut introduire la nature sur un, disons, pratiquement sauvage, ça n'est quand même pas, la nature n'est quand même pas propice à la ville dans son acception d'origine. Enfin, la question qui se posait à l'époque, c'était de savoir si les écosystèmes urbains sont seulement des paysages. Et on verra aujourd'hui que ce ne sont pas seulement des paysages, mais surtout des infrastructures urbaines, même si elles doivent esthétiquement être convenables, bien sûr. Eh bien, ce sont aussi aujourd'hui des infrastructures qui nous ramènent à cette idée de responsabilité, à savoir qu'aujourd'hui, un architecte paysagiste, il conçoit des infrastructures urbaines, paysagères, qui doivent répondre à des exigences particulières. Il faudrait peut-être que je trouve ma zapette, ça serait bien. Alors, en fait, on est arrivé à la fin de ce cycle qui a duré 3 ans, à la conclusion qu'en fait, la biodiversité, qui est un mot qui est très galvaudé aujourd'hui, la biodiversité urbaine, en fait, c'est une assurance. On sait qu'il y aura de la casse. Personne ici n'est capable de dire ce qu'il faut mettre en ville. Ça, c'est une certitude, au moins une. Et par contre, il y a une autre certitude, c'est qu'il va y avoir de la casse parce qu'on ne peut pas prévoir les changements climatiques et les dérèglements climatiques avec certitude. Et donc,
on peut considérer aujourd'hui que mettre en place une biodiversité très large en ville constitue une assurance pour la vie des paysages urbains. En fait, au fil des rencontres depuis 3 ans, on s'aperçoit que d'une part, que les listes standards qu'on nous impose, qu'on cherche à nous imposer, quelquefois de l'extérieur de la filière, que l'on retrouve dans les PLU parfois, et là c'est grave, ces listes en fait, elles réduisent la biodiversité. C'est-à-dire que cette belle assurance que nous pourrions fournir à la ville, on ne la fournit pas. En fait, deuxième point important, ça a été vraiment une révélation pour beaucoup, parce que ce n'était pas dans la pensée unique française, associer les plantes sauvages et les plantes horticoles booste la biodiversité. Ça nous a été communiqué par le grand jardinier de Great Dixter, Fergus Garrett, qui en fait la preuve chez lui et qui a travaillé avec des scientifiques pour faire des comptages réels de biodiversité qui comparent son jardin, où il mélange les sauvages et les horticoles, et la nature environnante. Ça, c'est, à mon avis, très important à garder en mémoire. Ensuite, l'année dernière, on a eu une communication qui était extrêmement intéressante sur les fleurs. C'est vrai que les fleurs, on n'y pense peut-être pas assez. Les fleurs, ça va du rosier au cerisier en fleurs, en passant par les arbustes qui fleurissent, les fleurs, les bulbes, en fait, etc. Et en fait, on s'est aperçu que les fleurs devaient être pratiquement permanentes. Pourquoi ? Parce que comme le dérèglement climatique dérègle les rendez-vous entre les insectes et les fleurs, par exemple, il est extrêmement nécessaire qu'on compense ces dérèglements en multipliant les sources de fleurs. Ensuite, je crois que ça pourrait faire une conclusion, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il apparaît comme évident que les architectes paysagistes sont les seuls à avoir la compétence pour dresser les listes de chaque projet. Pour nous, c'est incontournable, c'est personne d'autre. Pourquoi ? Parce que dresser une liste de plantes aujourd'hui sur un chantier, pour un chantier, c'est prendre, encore une fois, une responsabilité. 2025, donc l'année dernière, il y a une évidence nouvelle qui est apparue, c'est qu'en fait, et j'en ai déjà parlé, le processus de production d'une infrastructure paysagère, elle doit être absolument réussie. On ne peut pas se planter. Jadis, faire un beau paysage avec de belles couleurs et de belles formes, finalement, c'était une affaire d'artiste, si je puis dire. Mais je pense que c'était conçu comme ça par beaucoup, y compris par les clients du paysage. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, pour être sûr de répondre aux exigences des élus pour leur ville, eh bien, je suis convaincu, ça c'est une conviction personnelle, que les paysages ils doivent s'écrire à 6 mains. On ne peut plus aujourd'hui rester dans la filière, chacun dans nos cases, les concepteurs, les entrepreneurs de paysages, et on va le voir particulièrement aujourd'hui parce qu'on va parler du sol, qui est une terre vivante, et là-dessus il y a des gros progrès à faire probablement, et on verra que les sols sont des facteurs limitants pour justement que les plantes soient à l'aise pour supporter les changements et les dérèglements climatiques. Ensuite, donc, les architectes, on en a déjà parlé. Je pense aussi que les entrepreneurs du paysage deviennent plus agronomes, vont devoir être encore plus pointus, puisqu'ils sont déjà des gens qui sont sur des technologies assez pointues. Mais en matière de plantes, il va falloir probablement encore avancer. Et puis, il y a nous, les pépiniéristes. Et les pépiniéristes, en fait, ils sont aussi devant une feuille blanche, ils ont aussi des responsabilités, ils doivent aussi avoir des entreprises compétitives, et ça fait partie vraiment du problème aujourd'hui. Alors, 2026, aujourd'hui, c'est l'heure des choix opérationnels. On a, disons, on a visité les mots, on a visité les concepts.
aujourd'hui, eh bien, il faut que vous sortiez d'ici avec des solutions plus précises. Et on va commencer ce cycle, qui durera peut-être aussi 3 ans, je ne sais pas, par examiner les contraintes, qui pour certaines d'ailleurs seront des facteurs limitants. Donc ce sont des contraintes donc on ne peut pas oublier quand on crée un paysage. Et en fait, les contraintes, elles sont là. Aujourd'hui, je dirais hier, on se disait c'est sympa, on va monter des plantes du sud dans le nord, si elles supportent la température du nord, tout ira bien. C'est assez simple, on regarde les tables, c'est du -8, -10, tout va bien, on les remonte à la frontière belge, pas de problème. Le problème, c'est qu'avec le dérèglement climatique, on se retrouve avec des sols qui, quand ils étaient jadis hydromorphes, deviennent absolument infertiles. Donc on va en parler, parce qu'un arbutus unédo dans l'argile hydromorphe du nord, ça ne marche pas. Et pourtant, ça ne gèle pas. Donc le sol. Ensuite, eh bien, on va essayer d'examiner les conditions climatiques prévisibles. Et le gros problème, c'est qu'il faut trouver les plantes. On a commencé ces journées donc en 2013, février 2013. On plante aujourd'hui les arbres qui ont été mis en culture à cette époque-là. Et aujourd'hui, on est en train de préparer 2035-2040. Il faut en être conscient quand même. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on a tout bien fait, à un moment donné, il faudra quand même trouver les plantes. Alors, en fait, la question, et je ne vais pas faire beaucoup plus long parce que je crois que j'ai déjà dépassé mon temps, la question qu'on pourrait se poser, c'est de savoir, en fait, c'est une démarche de qualité qu'on est en train de faire aujourd'hui. Est-ce que le processus de production d'une infrastructure verte conduit à la livraison d'un ouvrage qui délivre sans faille les services écosystémiques négociés avec les clients? C'est une synthèse. Mais c'est la réalité de toutes les commandes dans tous les domaines d'activité économique. Et, eh bien, ce processus, je le répète, mais c'est très important, il induit une responsabilité collective de la filière devant les clients du paysage. Alors, pour commencer, donc on va examiner un premier facteur limitant pour une terre vivante. En fait, un sol, c'est une terre vivante. Et je pense qu'on n'en est pas tous conscients. Mais quand on ouvre une fosse de plantation qui est issue d'une voirie, on l'a fait nous il y a la semaine dernière, quand on sort la terre, c'est une terre, mais c'est pas un sol. Et dans ce cas-là, si on plante dans cette terre, on sait que le jour où la plante aura des problèmes, eh bien, elle aura vraiment des problèmes et elle sera même en danger. Donc, premier facteur limitant, l'eau et ses excès. Et l'eau, en fait, la gestion de l'eau en ville, aujourd'hui, induit des responsabilités particulières. Alors, quelles sont les opportunités à saisir? Là, on rentre vraiment dans l'opérationnel, après le sol. On va parler des strates basses et de leur entretien. On va parler aussi de semences, chose qu'on n'a jamais fait ici. Et puis, on va parler des génétiques disponibles en pépinière. Et enfin, on aura une ouverture sur le monde par le professeur Francesco Ferrini et par un botaniste que beaucoup de gens connaissent à Nantes, qui vont nous donner une ouverture sur le monde parce qu'on sait aujourd'hui qu'on ne pourra pas s'affranchir de l'utilisation de plantes dites exotiques, qu'elles viennent de graines ou qu'elles viennent de boutures, mais on sera obligé de les utiliser. Enfin, obligé, avec plaisir d'ailleurs, hein, c'est pas un problème. Voilà. Et puis, c'est l'heure des choix aussi. L'heure des choix, toujours devant la feuille blanche, c'est de dire quelles sont les caractéristiques des plantes que nous mettons dans les paysages. Ces caractéristiques, aujourd'hui, elles existent. Les caractères des plantes sont décrits aujourd'hui dans une magnifique flore qui s'appelle Floriscope. Floriscope, c'est une base de données extrêmement importante et qui a comme prolongement la possibilité de trouver les plantes en pépinière. Voilà.
Donc nous passerons un moment là-dessus pour voir comment on peut utiliser ces outils justement pour décider avec assurance. En résumé, les plantes environnementales sont vraiment au centre des infrastructures urbaines. On a collectivement la responsabilité de réussir les villes de demain. Et disons que après avoir éclairci les fondamentaux depuis 3 ans, il faut maintenant qu'on se les approprie. Voilà. Donc les challenges, et c'est ma dernière diapo, les challenges subséquents pour la filière, eh bien, le numéro 1, il est important et c'est pas réglé. Il faut vraiment marginaliser tous les concepts qui sont réducteurs de biodiversité. C'est une urgence absolue et une responsabilité absolue. Il faut aussi valoriser la production territoriale existante. On ne va pas en parler beaucoup, mais la relocalisation de la production de plantes, avec un objectif qui pour moi est de l'ordre de 80%, c'est 40 aujourd'hui. La relocalisation de la production en France est extrêmement urgente. Elle ne se fera que si les échanges comme aujourd'hui conduisent à des visites de pépinières, à des échanges avec entre les producteurs et les concepteurs. J'insiste là-dessus, parce que même si nous ne sommes pas conscients que cette demande aujourd'hui existe vraiment, eh bien, je pense que les élus vont pas tarder à nous le rappeler. C'est autour des projets, pas trop loin des projets, qu'il faut produire les plantes. Et pour ça, il y a plein de possibilités, mais on va pas en parler maintenant. Voilà. Je remercie, parce que j'ai oublié de le faire, mais je remercie toute l'équipe qui a préparé cette journée. Elle est vraiment pluridisciplinaire, elle s'est vraiment engagée. Nous sommes tous des passionnés de nos métiers et des plantes. Je veux aussi remercier Valor, qui permet cette journée, nous permet de louer une grande salle pour vous recevoir correctement. Je pense que c'est un événement qui va favoriser, qui va aider le paysage de demain à grandir. Merci.